Bonsoir, ravi de vous retrouver et merci pour votre fidélité estivale. Il est toujours bon de bronzer au soleil de 28 minutes. Et l'actualité du jour, c'est la crainte d'une nouvelle crise de la dette en Europe. La récente démission du Premier ministre italien, Mario Draghi, a mis en lumière le gouffre d'endettement de l'Italie, ce qui pourrait faire chavirer le vieux continent. J'ai le devoir de souligner que la période que nous traversons ne permet pas de faire des pauses dans les mesures nécessaires pour contrer les effets de la crise économique et sociale, et en particulier de l'augmentation de l'inflation. Alors comment répondre à l'endettement massif qui frappe de nombreux pays européens comme la France et pas d'autres comme l'Allemagne? Faut-il des réformes plus drastiques au risque de faire monter les populistes? La dette empiète-t-elle sur l'avenir des générations futures? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, sur la plage des chroniques, ont un matelas en première ligne, à savoir Paola Poeri et Victor Dequiver. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au menu ce soir, Paola. Eh bien, au menu ce soir, une question. Peut-on être blanche, superstar américaine et porter des dreadlocks? La chanteuse Gwen Stefani est accusée d'appropriation culturelle. Je vous raconte tout à l'heure pourquoi ces tresses sont sacrées. Et vous, Victor? Savez-vous d'où vient l'expression « gorge profonde », Jean-Mathieu? Pas vraiment. Eh bien, vous l'apprendrez tout à l'heure, sans doute. Mais écoutez, on a hâte, en tout cas, ça c'est du teasing. Avant cela, nous allons partir à la rencontre d'un homme dont le parcours force le respect. Avec la volonté de s'extraire de sa condition, il a d'abord rêvé de football avant d'emprunter une route de l'exil parsemée de violence. François Roméo Ntamag a pris la plume pour évoquer son chemin de migrant, un chemin d'enfer dont il est sorti avec l'envie de venir en aide à ceux qui font le même parcours que lui. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir François Roméo Ntamag. Bonsoir. Vous publiez Mon chemin de migrant, c'est aux éditions Priva. On va en discuter lors de cette première partie de 28 minutes. Je vous présente l'équipe. Anna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Alors, François Roméo Ntamag, au départ, ce qui m'a assez surpris dans votre livre, c'est la première phrase de votre livre, où vous dites que vous êtes né le 28 avril 1988 à Yaoundé, au Cameroun, et vous dites « Je suis un migrant ». Et pourtant, ça fait 10 ans que vous êtes en France, que vous avez la nationalité française. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous définir comme un migrant? Mais je pense juste qu'on est tout le temps migrant. Moi, je considère que je suis et que je serai toujours migrant parce qu'aujourd'hui, je suis là. Et demain, la vie m'amènera peut-être ailleurs. Voilà, il faudrait que cet ailleurs qui puisse devenir le chez moi, qu'on m'accueille, que je puisse m'intégrer et m'assimiler et que je puisse aussi développer des techniques aussi pour permettre à ceux qui m'ont accueilli de sentir qu'en fait, je suis l'un d'eux aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je ne souhaite pas souvent qu'on dise que j'ai réussi parce que on ne voit que le départ, on voit que la réussite. Mais on a tendance parfois à oublier toutes ces années de galère tout au long du parcours qui font de moi l'homme que je suis aujourd'hui ou qui font de ces êtres qui arrivent aussi ce qu'ils sont devenus. Voilà. Alors, on va en parler de ce parcours, mais juste avant, on va faire connaissance avec vous. On va regarder votre portrait, c'est votre règle de 3 et elle est signée Olivier Boucreux. Cameroun, foot et migrants, c'est la règle de 3 de François Roméo Ntamag l'homme. C'est à Yaoundé au Cameroun que le petit François est né en 1988, fils aîné d'une fratrie de 6 garçons dans une famille catholique pratiquante. Enfance heureuse entre un paternel salarié qui subvient aux besoins de ses enfants et une mère plus chef de famille que femme au foyer. La mort de son père, après un infarctus et des années d'insuffisance cardiaque, amène l'adolescent de 15 ans à travailler, mais aussi à voler. Le Cameroun de son enfance, il l'a retrouvé en 2017, à la mort de sa mère, 14 ans après l'avoir quitté pour tenter de devenir joueur de foot en Europe. Je joue au poste de défenseur central de milieu défensif. J'ai 25 ans. Et voilà, mon rêve, c'est de pouvoir intégrer aussi un championnat pour pouvoir être professionnel. François Roméo Ntamag l'homme a commencé très tôt à taper dans le ballon rond et passer des fins de journée endiablées à jouer en famille. C'est avec son cousin Patrice qu'il a vécu la plupart de ses aventures footballistiques, pour le meilleur et pour le pire. Ensemble, ils ont joué au foot au Togo pour des salaires de 150 € mensuels, sont partis au Maroc, ont frôlé la mort en escaladant les grilles de la frontière espagnole à Melilla, ont été emprisonnés puis abandonnés en plein désert avant d'atteindre le Mali. À Bamako, les deux cousins se sont posés un temps dans le ghetto. Avec l'Aracem, association qu'ils ont fondée fin 2006 pour aider les refoulés, ils ont compris qu'ils étaient peut-être davantage migrants que footballeurs. Belgique, Allemagne, France, François Roméo Ntamag l'homme, régulièrement invité par des ONG internationales, a entamé ensuite un nouveau chapitre. Dans son autobiographie, il raconte comment sa rencontre avec un charpentier originaire d'Aignan, Xavier Bopp, a changé sa vie.
Aujourd'hui citoyen français engagé, celui qui se considère encore comme un migrant, habite dans le Gers avec sa famille. En 2018, lors d'un séjour au Cameroun, il a décidé de fonder Botnem, Espoir en langue bassa, une association qui propose des formations aux migrants pour qu'ils deviennent acteurs de leur destin. Voilà, François Roméo Ntamag Elom, donc votre livre « Mon chemin de migrant » aux éditions Priva. Alors c'est vrai que pour vous, en fait, ça commence par le décès de votre père, etc. Vous travaillez, mais surtout en 2003, vous décidez d'embrasser votre famille et vous partez avec un rêve au départ, c'est de devenir footballeur. Hein. Vous quittez le Cameroun pour ça. Vous voulez devenir footballeur car je crois que vous êtes plutôt bon au foot, non ? Je l'étais. Vous l'étiez, non ? Je l'étais. Bon, après, aujourd'hui, ce n'est plus trop ma priorité parce qu'à un moment donné, il faut quitter le public avant qu'il ne le quitte. Et à l'époque, voilà. Donc, vous allez où alors quand vous partez ? Mais vous savez, généralement, les gens pensent que lorsqu'on veut devenir footballeur professionnel, c'est nécessairement aller en Europe. Hein. Non, ce n'était pas ça. Mais c'était arriver dans un pays voisin, voilà, pouvoir jouer et gagner de l'argent à travers le football. Quoi. Je n'avais aucun pays en tête. C'était partir. Le premier pays qui allait m'accueillir, qui allait m'ouvrir les portes d'un stade de football et qui allait me permettre de démontrer mon talent, allait devenir le mien. Et donc, je bute au Bénin, déjà en 2004, où je commence à jouer dans les Requins de l'Atlantique. Et je suis resté là. Vous savez, la nature humaine, elle est très capricieuse. Hein. Au fur et à mesure qu'on gagne, on aimerait gagner plus. Et c'est là qu'on rencontre quelqu'un qui me parle du Maroc, où le football, entre guillemets, est semi-professionnel. N'ayant pas de passeport, on a refait le même parcours, on a posé une carte d'Afrique sur la table et c'est comme ça qu'on est parti jusqu'au Maroc. Quoi. Et là, au Maroc, en fait, c'est aussi les portes de l'Europe avec cette enclave de Melilla. Vous escaladez les grilles et vous dites que c'est sans doute l'épisode le plus traumatisant de votre vie. Vous savez, au départ, j'étais au Maroc, je ne savais même pas que c'était la frontière de l'Europe. Hein. Parce que pour moi, dans ma tête, ce n'était pas l'Europe à tout prix. C'était aller chercher pour pouvoir nourrir ma famille. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas jouer, parce qu'on était rentré clandestinement au Maroc, on décide, comme tous les autres milliers d'Africains qui étaient là à cette époque, d'aller affronter les grilles de Melilla. Et oui, c'était traumatisant parce que c'est quelque chose, c'était du jamais vu à l'époque. C'était à 4,5 mètres, presque 6 mètres les barbelés. Et voir des milliers de personnes aller au grillage, attaquer des grillages de temps en temps comme ça, ceux qui tombent, qui se blessent, et parfois certaines qui décèdent, j'avais jamais vu ça. Quoi. Parce que la Guardia Civile va tirer. Ben oui, parce que la Guardia Civile, c'est la première fois d'ailleurs en 2005, en septembre 2005, qu'ils tirent sur les migrants à cette époque-là. Et pour nous, on ne comprenait pas ce qui arrivait. En fait, on était juste des jeunes qui voulaient passer de l'autre côté pour aller chercher la vie. On ne savait même pas que ça s'appelait de la migration entre guillemets clandestine ou irrégulière. Pour nous, c'était un point de passage. Il fallait qu'on nous laisse passer parce qu'on n'allait pas voler. Pour le dire, on allait travailler. C'est un peu ce qui amène les gens à comprendre aujourd'hui. On ne vient pas juste pour regarder la beauté de l'Europe et autres. Oui, certes, on prend une demi-heure pour se poser, pour faire quelques selfies, mais ce qui nous amène, nous sommes des migrants économiques, c'est travailler, gagner de l'argent, renvoyer à nos familles et contribuer également pour les pays d'accueil. Alors cette traversée du Maroc, eh bien, elle est toujours d'actualité, Anna, puisque des migrants africains viennent d'écoper de prisons fermes pour entrer illégal dans ce pays. Exactement, le jugement est tombé la semaine dernière. 33 migrants ont été condamnés à 11 mois de prison ferme. Ils étaient poursuivis pour entrée illégale sur le sol marocain, violence contre agents de la force publique, attroupement armé et refus d'obtempérer. 29 autres sont actuellement poursuivis par la justice. Alors pour bien comprendre, eh bien, il faut revenir un mois en arrière. Souvenez-vous, les faits remontent au 24 juin dernier. Près de 2000 migrants, principalement des Soudanais, tentaient de pénétrer par la force dans Melilla, l'enclave espagnole au Maroc. Tentative qui s'est soldée par la mort de 27 migrants asphyxiés dans un mouvement de foule selon les autorités marocaines. L'ONU, de son côté, a dénoncé, je cite, un usage excessif de la force par les forces de l'ordre marocaines. Il s'agit en tout cas du bilan humain le plus lourd jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et l'Espagne. Alors ces condamnations de prison ferme, bien, elles font couler beaucoup d'encre. L'avocat des migrants estime que le jugement est très sévère et entend faire appel de cette décision. François Roméo Ntamag, est-ce que vous pensez que la prison ferme peut vraiment décourager les migrants ? Mais non, c'est de l'heure. Il faut que l'Europe arrête. À un moment donné, je vais employer un terme très simple. Hein. Lorsqu'on va répandre la merde ailleurs, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit au seuil de nos portes ou dans nos maisons. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui partent, c'est parce qu'ils n'ont pas de perspective dans leur pays. Ce n'est pas la militarisation, ce n'est pas l'externalisation des frontières européennes ou alors 4 mètres de vagues sur la mer ou 15 gardiens civils à la frontière qui arrêteront ces jeunes. La mort pour eux, c'est une délivrance.
Il faut aider ces jeunes, il faut les comprendre. Si on ne s'occupe pas d'eux, ben, ils s'occuperont de nous. C'est à un moment donné, c'est ça, quoi. Il faut développer des programmes pour faire de la migration un choix et non une fatalité. La migration, elle est bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau. Jamais je n'avais rêvé être sur un plateau télé. J'étais le migrant du désert qui a failli crever plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je suis là. Vous pensez que c'est parce que je suis plus intelligent ou plus fort que les autres? Non. J'ai eu cette opportunité de passer. Je suis sûr que ce n'est pas ça la solution aujourd'hui, quoi. Pour revenir juste sur votre parcours, après le Maroc, vous êtes arrêté, placé en centre de rétention, et puis les camions vous emmènent dans le désert. Comment est-ce que vous survivez à ça? Vous savez, en 2006, en fin 2006, dans le nord du Mali, il y avait cette rébellion Touareg qui existait encore et autres. Lorsque nous avons été déversés dans le désert, nous avons eu la chance déjà que le Mali, voilà, nous a ouvert ses portes au niveau de la frontière pour permettre à tous ces jeunes qui étaient abandonnés dans le désert de pouvoir rentrer sur leur territoire, malgré la situation dangereuse qui se vit à ce moment-là au nord du Mali. Et comment nous avons survécu? C'était des Berbères, c'était des personnes, des Touaregs qui passaient dans le désert, qui de temps en temps nous donnaient des paquets de biscuits, qui nous lançaient des bouteilles d'eau. C'est comme ça qu'on a pu survivre dans le désert, quoi. Vous étiez 50 au départ? Oui, nous étions 50 au départ et nous sommes arrivés à la frontière du Mali à 13. Alors aujourd'hui, vous êtes en France, vous avez la nationalité française, vous aidez aussi maintenant ces migrants. Pourquoi avoir fait ce choix? Je pense qu'il s'agit de mes valeurs propres d'abord. Voilà, je suis d'origine camerounaise, j'ai vécu 10 ans au Mali. J'aime les valeurs qui sont les miennes, associées à celles de la France. On fait de moi le citoyen français que je suis aujourd'hui. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Et je pense que sur le long de mon parcours, les gens m'ont tendu la main. Et je pense que c'est ça la véritable solidarité aujourd'hui. Quand les taux se resserrent sur les uns et les autres, il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même. Il faut tendre la main aux autres. Ceux qui m'ont aidé, je ne leur avais rien demandé. Ils l'ont fait parce qu'ils en avaient. Ils voulaient le faire. Pourquoi moi aujourd'hui je resterai de mon côté en disant je suis français, pour moi tout va, je travaille? Mais non, c'est pour cela que je suis dans. Je milite aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à travers ces programmes que je mène au Cameroun et même ici en France, parce que je suis avec des ONG, je suis avec des associations, je connais la misère profonde française parce que je suis responsable départemental d'une ONG, d'une grosse association française dans le Gers. Voilà, donc c'est pour ça, quoi. Je me devais de pouvoir tendre la main aux autres parce qu'on me l'a tendu. Si je suis là, je le redis, ce n'est pas parce que j'étais le plus fort ou le plus intelligent. C'est ce qu'on doit faire, aller à la base, permettre à ces jeunes d'être acteurs de leur propre développement. Chez eux d'abord, quitte après à eux de décider de partir, mais il faut qu'on leur donne des armes pour que lorsqu'ils arrivent dans des pays étrangers, qu'ils puissent s'insérer. Pas nécessairement en Europe, parce qu'on pense que c'est toujours la direction de l'Europe. Non, les migrations interafricaines, elles sont plus nombreuses que celles en direction de l'Europe. En tout cas, votre vie et votre parcours et votre combat, il est à découvrir dans Mon chemin de migrant. Votre biographie, c'est publié chez Priva. Comment aider l'autre et aimer l'autre aussi. C'est ça un petit peu le livre instructif et assez éclairant. Merci beaucoup, en tout cas, François Roméo Ntamag et l'homme d'être passé sur le plateau de 28 minutes. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant à notre débat. C'est ce qu'on appelle un voyage dans le temps. La démission de Mario Draghi la semaine dernière a fait paniquer les marchés. L'ex-premier ministre italien était considéré comme capable de faire des réformes et son départ angoisse désormais les économistes car la dette du pays est abyssale. Une situation qui inquiète puisque cela rappelle la crise des dettes souveraines qui avait secoué le vieux continent il y a pile 10 ans et failli mettre la Grèce en dehors de l'Union européenne. Alors comment en est-on arrivé là? La dette est-elle la bombe qui fragmentera l'Union européenne? Les réformes demandées par Bruxelles sont-elles trop difficiles à accepter au risque de nourrir les populistes? Nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Game over pour Super Mario. Après avoir obtenu de justesse la confiance des parlementaires, Mario Draghi a démissionné de son poste de Premier ministre jeudi dernier. Le président italien prend acte de cette décision. La dissolution anticipée du Parlement est toujours un choix de dernier recours. Surtout comme en cette période où le Parlement a de nombreuses tâches importantes à accomplir dans l'intérêt de notre pays. Un départ sous forme d'aveu pour cet ancien président de la Banque centrale européenne. Aux commandes depuis un peu moins d'un an et demi, et alors qu'il avait suscité de grands espoirs, Mario Draghi n'a pas réussi à assainir les comptes publics. Alors que l'Italie, déjà fortement endettée, montre des signes de faiblesse, on s'attend à ce que les taux d'intérêt sur les emprunts italiens montent encore davantage. Un cercle vicieux qui pourrait faire augmenter un peu plus le poids de la dette italienne.
Le scénario envisagé désormais, c'est celui d'un marché qui va faire grise mine. Il va devenir difficile d'arrêter la spéculation autour des titres obligataires italiens. C'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il va y avoir beaucoup d'incertitudes autour de ces titres, beaucoup de volatilité. Et cela va durer jusqu'aux prochaines élections au moins. Alors que la troisième économie de la zone euro est fragilisée, peut-on craindre une nouvelle crise de la dette? Le scénario des années 2010 qui avait vu l'Europe traîner des pieds avant de voler au secours de la Grèce peut-il se reproduire? L'Europe devra-t-elle secourir l'Italie? Peut-on craindre une contagion à d'autres pays européens? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Frédéric Farah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne. Selon vous, pour couvrir la dette, il faut avoir une bonne capacité à créer du revenu et de la richesse. Or, dites-vous, à cause du Covid et de l'inflation, les conditions de financement se sont aujourd'hui détériorées. À vos côtés, Michel Rumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po. Pour vous, les banques centrales jouent leur crédibilité dans cette affaire et un État se doit de rembourser sa dette. Et puis, Yves Bertoncini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement européen France, vous êtes aussi consultant en affaires européennes. Selon vous, l'Europe n'est pas responsable de la crise italienne, encore moins du point de vue politique, mais l'interdépendance est telle que ce n'est pas dans l'intérêt de personne que l'euro explose. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et votre chiffre du jour. 150 comme 150%. L'endettement record de l'Italie, troisième économie de la zone euro, qui s'effondre, se retrouve tout en bas du classement, juste devant la Grèce. À titre de comparaison, en France, la dette pèse 114%. Alors comment, Yves Bertoncini, comment est-ce qu'on explique une telle explosion de la dette en Italie? D'abord, c'est une très vieille dette, la dette italienne. En fait, il faut rappeler que l'Italie gère assez bien ses finances publiques depuis presque 20 ans. Simplement, elle a hérité d'une dette des années 80-90 et qu'elle traîne. Et puis, évidemment, s'est ajoutée à cela la crise récente qui a conduit à des dépenses publiques face à la pandémie. Et il est vrai déjà à ce moment-là une aide européenne très forte. Le plan de relance qui a été accouché au forceps par les Européens a pour premier bénéficiaire l'Italie. L'Italie reçoit 171 milliards d'euros, je crois, dont près de 70 milliards d'euros de subventions. Et c'était bien justement pour tenir compte de cet endettement ancien de l'Italie qu'il a été mis en œuvre, en tout cas que des fonds ont été octroyés, que Mario Draghi a été rappelé au gouvernement justement pour mettre en œuvre de manière efficace ce plan de relance, sauf que voilà, il est démissionnaire. Alors, Michel Rumi, c'est assez étonnant parce qu'on peut se poser la question, quand on a vu Mario Draghi démissionner, ça a été un peu la panique. Pourquoi d'un coup cette démission a-t-elle réveillé le spectre d'une crise de dette souveraine en Europe? Parce que Mario Draghi, il a montré qu'il était compétent en termes, quand il était président de la Banque Centrale Européenne, il a sauvé dans une certaine mesure l'euro, et donc c'était l'homme entre guillemets providentiel en Italie, parce que derrière on ne s'entendait pas. Et donc il était hors des partis, et c'était un technicien monétaire qui venait au pouvoir, et il demandait l'assentiment de tous. Et aujourd'hui, l'affaire n'est plus la même. D'accord, c'est ça. Frédéric Farah, on vient de parler du plan de relance, l'Italie première bénéficiaire. Si jamais le plan de relance ne fonctionne pas en Italie, ça veut dire quoi, que la zone euro explose? Non, non. Ça ne veut pas dire que la zone euro explose, parce qu'en fait... Ils sont tous très inquiets. Vous n'avez pas été très franc là-dessus, tout de même, là, sur le nom, là. Non, je veux dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce plan de relance, il a quelque chose de particulier. C'est un plan de relance qui a pour vocation de promouvoir la transformation des économies en ce qui concerne par exemple le digital, la transition écologique. Donc ce n'est pas le plan de relance que l'on entend classiquement. C'est-à-dire, en économie, ce qu'on appelle classiquement un plan de relance, c'est lorsque l'État va dépenser, par exemple à travers son budget, pour soutenir l'activité, c'est-à-dire la consommation et l'investissement. Et donc c'est ce qu'on appelle un plan de relance de nature keynésienne, c'est-à-dire ce qui soutient la demande, consommation et investissement. Ce plan de relance type européen, c'est un plan différent, c'est-à-dire c'est un plan qui vise sur le long terme pour permettre la transformation des économies, tant en matière numérique, tant en matière écologique. Donc, l'Italie, si aujourd'hui elle ne respecte pas une série de conditions, effectivement, ce qui doit lui revenir, peut-être ne lui reviendra pas ou lui reviendra plus tard. Le risque, c'est quoi s'il y a explosion de la zone euro? Si effectivement il y a des écarts de taux, c'est-à-dire que si l'Italie, quand elle va sur les marchés financiers pour emprunter, ce qu'on appelle une obligation qui est un titre d'emprunt, coûte de plus en plus cher, le risque, c'est que la zone euro se fragmente. Et quand il s'agit de l'Italie, c'est l'un des plus importants marchés obligataires. Ce serait ça le problème.
le plan de relance, il vient effectivement accompagner des réformes dites structurelles de l'économie italienne. Voilà, je rappelle, l'Italie, c'est la troisième économie quand même d'Europe. Donc, alors quand on parle d'économie en Europe, on parle toujours de la Banque Centrale Européenne. Et on va voir avec vous, Anna, que la BCE relève donc ses taux directeurs pour la première fois depuis 11 ans. Oui, les taux n'avaient pas été réévalués depuis 2011. C'est dire que l'instant est important. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a même annoncé que l'horizon économique s'assombrissait. Alors dans un contexte où plane la crainte d'une récession, cette mesure vise avant tout à limiter l'inflation. Mais qui dit hausse des taux directeurs dit aussi hausse des taux d'intérêt des dettes publiques. Et là, je parle sous votre contrôle. Tous les pays de la zone euro ne sont pas logés à la même enseigne. Plus un État est endetté, plus le coût de l'emprunt pour financer sa dette publique sera élevé, car les investisseurs cherchent à se prémunir contre un risque plus important. Conclusion, la hausse des taux directeurs aggrave nos dettes publiques. Des pays fortement endettés comme l'Italie, la Grèce ou encore le Portugal risquent donc d'être encore plus pénalisés qu'ils ne le sont déjà. Après la crise sanitaire liée au Covid, on en parlait tout à l'heure, et à la guerre en Ukraine, il ne manquait plus que ça. D'autres augmentations de taux seraient à prévoir dans les prochains mois. Yves Bertoncini, est-ce que la Banque Centrale Européenne n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied toute seule? La Banque Centrale Européenne, elle fait son travail. La Banque Centrale Européenne, elle a un objectif qui est que l'inflation doit être à 2% ou légèrement en dessous. L'inflation, c'est plus important que les dettes publiques. C'est son mandat, en tout cas. Il n'est pas aveugle pour autant. C'est d'ailleurs comme ça que Mario Draghi avait injecté des liquidités et fait une politique très novatrice à l'époque, parce que l'inflation était très, très, très basse. Donc, il avait tourné l'objectif dans un sens expansionniste. Là, la Banque centrale, elle a déjà réduit ses interventions, et puis elle doit intervenir. Elle l'a fait tardivement, si on compare avec la Fed et la Banque d'Angleterre. Elle a remonté d'un demi-point, mais d'autres éléments de hausse sont déjà prévus. Elle essaye de remonter le moins possible, parce qu'en effet, vous l'avez dit, il faut lutter contre l'inflation, mais en même temps, l'inflation, elle est importée, elle vient de l'extérieur, elle est liée en particulier à la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, et elle veut essayer de ne pas casser la croissance. Mais ça, c'est à bien distinguer de ce que vous avez dit après, c'est-à-dire quand l'Italie émet des dettes, comme tous les États membres, ça, ce sont les marchés qui tarifient. Parce que la Banque centrale, elle a un taux pour tout le monde, tandis que les marchés, eux, font des différences. Et en effet, les marchés peuvent faire des différences entre l'Allemagne, qui est compétitive et bien gérée, et l'Italie, qui entre dans une période d'incertitude politique, qui a une grosse dette. Mais là, ce n'est pas la Banque centrale qui fait ces différences, ce sont les marchés. Pour l'instant, ça reste dans des limites raisonnables, 2 points, mais c'est vrai que si ça augmentait au fil de la campagne et en fonction du verdict électoral, là, ça mettrait la zone euro à risque. Alors justement, à propos de ce verdict, on sait qu'aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir en Italie, notamment avec Fratelli d'Italia. Aujourd'hui, est-ce que ça leur sert, ce discours, de se dire c'est Bruxelles qui nous impose de faire des réformes, et surtout, est-ce que l'Europe a les moyens de contrer ce discours, Michel Rumi? Pas trop, parce qu'il faut au-delà du relèvement des taux d'intérêt, Christine Lagarde a appelé la responsabilité. La présidente de la Banque centrale. Donc la difficulté, c'est de dire je vous mets en face de vos responsabilités, même si le fait qu'elle viendra nous aider les pays en difficulté, il faut aussi que la part des responsables politiques soit là. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Italie, la droite et l'extrême droite n'est pas très pro-européenne. Donc la question qui va se poser pendant 2 mois, puisque les élections auront lieu en septembre, c'est éventuellement les arrangements, les compromis, puisque c'est dans l'air du temps, et les marchés vont sanctionner par la suite ce qui va se passer. Et donc, on risque d'avoir un mois de septembre un peu folklorique, on va dire ça comme ça. Folklorique, carrément, très bien. Alors, on va voir que ce n'est pas nouveau, bien sûr, ces affaires de dette. On va ouvrir notre grand placard à archives et regardons ce qui se passait en 1959 en France. À peine élu président de la République, Charles de Gaulle, devant la presse, se réjouit d'une chose, la baisse de la dette nationale. Et oui, c'est une histoire sans fin. Quant à nos dettes, qui se montaient en 1958 à 3,3 milliards de dollars, ces dettes sont tombées à 450 millions de dollars et encore, ce ne sont plus que des dettes à long terme. C'est pourquoi dans le monde entier, il n'y a pas une seule monnaie qui soit aujourd'hui plus solide que le franc. Et dans le domaine international, nous pouvons discuter, négocier sur tous les sujets économiques, financiers, monétaires, sans que qui que ce soit ait aucune prise sur nous.
Voilà, Frédéric Farassa, c'était en 1959. C'est ça, en fait, la vraie question. C'est la dernière phrase là, prononcée par Charles de Gaulle. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit l'Italie 150% de dette, la France 114% de dette, ça veut dire est-ce qu'il peut y avoir une menace sur la souveraineté nationale aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être dépendant désormais de ces dettes et même dépendant d'autres pays? Alors, deux remarques. À l'époque du général de Gaulle, on ne se finance pas sur les marchés financiers. D'accord. À l'époque du général de Gaulle, on passe par quelque chose qui évite les marchés financiers. Je ne vais pas l'expliquer ici très longtemps, ce qu'on appelait les circuits du trésor. Donc, c'est-à-dire que l'idée que l'on passe par les marchés financiers est une idée tardive par rapport à l'époque du général de Gaulle. Donc, on avait une autre modalité de financement. Et puis, on avait une inflation qui aussi un peu lissé les choses, puisqu'on était en moyenne à 5,5 à l'époque. Bon. Ça, c'était pour la partie historique. Donc, est-ce que ça nous rend dépendants, finalement? Alors, est-ce que ça nous rend dépendants? Oui, bien sûr. Parce qu'on va revenir à l'Italie. Regardez ce qui se passe. On va revenir en 2011 en Italie. Jean-Claude Trichet envoie une lettre à Silvio Berlusconi, lui explique qu'il faut faire une série de réformes. Visiblement, il n'entend pas trop le discours. Tempête spéculative, évidemment, sur la dette italienne. Novembre 2011, Berlusconi démissionne. Mario Monti, qui est un peu le Draghi d'avant l'heure, arrive et met en place une série de réformes structurelles qui sont attendues, entre autres, par Bruxelles ou par la Banque centrale. Donc c'est évident, à partir du moment où une part de votre dette va être détenue par des investisseurs étrangers, par exemple, évidemment, ils vont avoir un droit de regard sur votre politique. Donc la souveraineté n'est plus, évidemment, intacte. Elle est remise en cause. Donc c'est évident que la question, c'est moins le montant de la dette que la manière dont on la finance. Et si on la finance essentiellement par les marchés, évidemment, le risque, c'est de se retrouver dans cette vulnérabilité que vous évoquez. Et qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale depuis 10 ans? Elle a acheté du temps. Comment elle a acheté du temps? En couvrant sur les marchés dits secondaires de la dette, évidemment, les besoins de l'État. Très vite, puisque vous m'avez demandé la pédagogie. Voilà. Ah, très bien. Alors, oui, vous vouliez réagir, Michel? Oui, non, je voudrais compléter ce que disait Dominique, c'est qu'il y a aussi, Frédéric, pardon, c'est aussi le fait de... c'est le montant des intérêts qui prêtent. Et donc, c'est ça qui est important du financement. On peut trouver, mais c'est à quel taux aussi. Et c'est ça qui est important, parce qu'on voit que quand des pays ont des difficultés, les taux d'intérêt sont très élevés. Et donc, après, est-ce qu'on accepte une charge de la dette qui est importante? Simplement, c'est que du fait du relèvement des taux, les intérêts de la dette française vont augmenter de 17 milliards. Et c'est rien que déjà quelque chose d'important, rien que sur une année. Voilà. Yves Bertoncini, on a vu, il y a 10 ans, 2012, Super Mario, c'était déjà la crise de la dette. Alors à l'époque, c'était la Grèce. On n'est pas plus préparé quand même aujourd'hui? Donnez-nous un petit signe d'espoir. Si, bien sûr que si. Non, mais la construction européenne, comme son nom l'indique, c'est un processus d'apprentissage. La Banque centrale européenne est beaucoup mieux préparée qu'à l'époque. Il y a eu de nouveaux outils, de nouveaux programmes. Une forme d'acceptation implicite, avec des débats internes vifs, avec quand même en Allemagne la Cour de justice qui a été saisie par des contribuables, professeurs mécontents. Mais disons, on a la boîte à outils. Il y a une réflexion d'ailleurs pour en créer d'autres, un outil anti-fragmentation, c'est-à-dire qui s'attaquerait justement à la spéculation et à la différence des taux sur les marchés pratiqués par les créanciers internationaux. Donc oui, bien sûr qu'on est beaucoup mieux préparé. Mais encore faut-il, ça c'est la partie Banque centrale, encore faut-il qu'il y ait des gouvernements solide, stable, légitime, et une dette qui est soutenable. Quand le général de Gaulle rappelle qu'effectivement, s'endetter au-delà de toute mesure, c'est se mettre dans la main de ses créanciers, je crois qu'il parle d'or. Il faudrait d'ailleurs le redire, non pas seulement aux Italiens, mais aux autorités françaises, parce que dans les 20 dernières années, la France a plus creusé sa dette que l'Italie. Et comme tout cela se greffe sur un contrat de copropriété pour la zone euro, quand nous nous sommes engagés dans l'euro, il y a des avantages et des inconvénients. On a souscrit à cette obligation de limiter les déficits et puis limiter les dettes. C'est très, très, très flexible. C'est très, très, très flexible. Mais il y a quand même bien une limite qui, à un moment, arrive. Et souvent, la limite, ce sont les marchés financiers qui la donnent. Mais alors justement, Michel Rumi, est-ce que ça veut dire que pour combler ces marchés financiers, il va falloir renoncer à certaines choses? Quand on voit aujourd'hui, je ne sais pas, la lutte contre le réchauffement climatique, sur la transition écologique, ça coûte cher. Est-ce qu'il faut faire des économies, même, je ne sais pas, moi, sur notre aide à l'Ukraine? Est-ce qu'il va falloir faire des économies de grande échelle maintenant? Alors, première des choses, c'est que la BCE a déjà mis un plan pour la transition. Elle a dit qu'elle aiderait les pays qui font des efforts vers la transition écologique, qu'elle serait plus regardante avec d'autres. Ça ne veut pas dire que ça sera un chèque en blanc. Donc déjà, il y a une réflexion à ce niveau-là. Deuxième chose, et je compléterai avec ce qu'a dit Marc, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est en réaction et non pas en prospective. C'est-à-dire que face aux crises, on essaie de trouver des éléments. Or, si tout va bien, on n'aurait pas on n'aurait pas à aller chercher des nouveaux moyens. Et c'est ça qui est compliqué. Mais comment on anticipe?
Vous dites qu'on est en réaction. Mais d'avoir la grande difficulté, c'est que les gouvernements n'aient plus ce carnet de chèques en blanc qui dépenserait. Ça revient à dire de vérifier un peu les dépenses publiques et donc implicitement de regarder le rôle de l'État au niveau de chaque pays. Et ça pose des réformes structurelles, ce que la BCE demande. Or, c'est difficile parce que derrière ces réflexions économiques, il y a une réflexion politique. Et les hommes politiques sont compliqués, ne serait-ce que sur les débats au niveau de la réduction du nombre de fonctionnaires en France. Est-ce que, par exemple, on est clairement aussi, Frédéric Farah, dans un problème avec cette expression qu'on connaît bien, le « quoi qu'il en coûte ». Le quoi qu'il en coûte, c'est français, mais il a été pris aussi par d'autres pays européens. Aujourd'hui, ça veut dire, est-ce qu'on a été trop loin dans le quoi qu'il en coûte ? Je ne crois pas, parce qu'il fallait, ce qui nous est arrivé avec le Covid, nécessitait une réponse hors du commun, extra, plus loin, ordinaire. Ouais. Quoi. Et donc, les États ont fait ce qu'il fallait, parce que sinon, l'addition aurait été beaucoup plus élevée. Si on n'avait pas mis en place les dispositifs de chômage partiel qu'on a eu en France, même l'Europe a pensé à un programme au niveau européen pour aider les États qui n'avaient pas, qui est le fameux programme SURE, on aurait été dans des situations économiques qui auraient été 100 fois plus difficile. Donc le problème, si vous voulez, c'est après comment dans le futur, c'est créer, comment dire, du revenu et créer une richesse nationale pour que, c'est-à-dire la richesse nationale d'une année sur l'autre, progresse plus vite que ce qu'il y a à rembourser. Donc ça, l'important, il est là. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la monnaie, aujourd'hui, elle est un peu moins unique qu'autrefois. Parce que quand vous allez sur les marchés financiers, vous êtes italien, on ne vous prête pas au même taux, vous êtes allemand. Donc c'est plus tout à fait une monnaie pleinement unique. C'est une monnaie où les monnaies nationales sont un peu cachées et réapparaissent sur les marchés financiers, en fait. Et justement, à ce propos, ces taux d'intérêt sur l'emprunt qui sont variables, vous en avez parlé, l'outil anti-fragmentation présenté par Christine Lagarde, la présidente, la patronne de la BCE jeudi dernier, elle annonce un nouvel instrument, alors c'est un peu barbare, l'instrument de protection des transmissions TPI en anglais. Je vous propose de l'écouter, on va avoir besoin de votre décryptage derrière. Nous avons estimé que la mise en place du TPI était nécessaire pour soutenir la transmission efficace de la politique monétaire. L'instrument de protection des transmissions viendra s'ajouter à nos outils et pourra être activé pour contrer les dynamiques de marché injustifiées et désordonnées qui menacent gravement la transmission de la politique monétaire dans la zone euro. Michel Remy, on va avoir besoin de vos lumières. Là, nous, on ne comprend rien, très sincèrement. Donc, il va falloir... un langage très particulier. Oui, il va falloir nous décoder tout ça. Qu'est-ce que dit Christine Lagarde ? Ce qui l'inquiète, c'est que face à la crise Covid et face à la situation économique, les pays marquent leur hétérogénéité. Avant, déjà, l'Union européenne était hétérogène. C'est-à-dire les structures productives et bancaires étaient différentes. Donc, en même temps, le virus et les impacts énergétiques suite à l'invasion ukrainienne a eu différents impacts dans différents pays. Et donc, ça a creusé les croissances économiques de chacun des pays. Or, comme disait Frédéric, plus il y a de croissance, plus je peux assumer les intérêts, les remboursements de la dette, si vous préférez. Et ce qui se passe, c'est que, justement, de fait de cette hétérogénéité, il y a des pays qui sont plus, on va dire, touchés que d'autres. Donc c'est la solidarité là, européenne qui est mise à mal ? Oui, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va avoir des écarts de taux d'intérêt qui vont être insupportables pour certaines économies, notamment l'Italie. Et l'Italie, c'est la troisième économie d'Europe. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on dit on va essayer d'aider un peu plus l'Italie que la France, que je souhaite, mais qu'en même temps, on ne peut pas tout faire. Il faut aussi que vous fassiez des réformes. Alors une chose aussi, certains préconisent une annulation de cette dette Covid. C'est possible, Yves Sonsini ? D'abord, si c'est les créanciers internationaux, si on annule, ils ne reprêteront plus. Si c'est la Banque Centrale Européenne, ça ne fait pas partie du contrat de mariage, la promesse originelle. Ça me paraît très illusoire. Non, je crois que plus opérationnellement, il faut sans doute un outil anti-fragmentation, moi je suis favorable, mais qui permette d'éviter de trop grands différentiels de taux, mais dans une certaine mesure, parce que les taux que pratiquent les marchés financiers, c'est encore la corde de rappel qui permet de distinguer les États qui gèrent bien de ceux qui gèrent moins bien. Le problème des Européens, c'est qu'il y a un coût à payer. La pandémie venait d'Asie, la guerre en Ukraine, c'est de Russie.
On va devoir assumer des coûts, de toute façon, y compris sous forme d'inflation. Ce qu'il faut, c'est qu'on se mette suffisamment d'accord pour ne pas ajouter des coûts supplémentaires qui seraient liés à nos divisions politiques intestines. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. En tout cas, on va essayer de voir, et j'imagine que c'est un sujet dont on va reparler. Il va s'inviter très régulièrement dans nos émissions. Merci en tout cas à vous trois d'être venus ce soir à 28 minutes. Dans un instant, on va changer de sujet totalement avec Paola Poeri et Victor Decquiver. Nous découvrirons que porter des dreadlocks, figurez-vous, peut faire polémique et nous fêterons, avec sobriété bien sûr, les 50 ans du film Gorge profonde, et oui. Mais avant ça, partons sur les hauteurs, rejoindre le panthéon de la musique. La visite est assurée par Mathieu Conquet. En guide attentif, il connaît les secrets de tous les grands tubes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, eh bien, on laisse notre corps chalouper dans l'ambiance moite des Caraïbes avec un paysage digne d'un fond d'écran d'ordinateur. À la loupe, Don Penn, You Don't Love Me. À la loupe aujourd'hui, l'histoire d'un désamour contagieux. En 1994, la chanteuse jamaïcaine Don Penn enregistre une plainte qui deviendra célèbre dans le monde entier. Chacun comprend dès les premiers mots l'expression d'un chagrin, du dépit, répété par 3 fois. Un tube loin d'être creux qui sera repris partout et de manière toujours personnelle. Rihanna en fait un chant de fierté. Tandis que Beyoncé le ralentit sur scène pour souligner son caractère dramatique. D'ailleurs, ces coups répétés, on dirait franchement du théâtre. Et pour cause, cette chanson est une sorte de classique du répertoire, un texte rejoué, voire remanié. En effet, Don Penn avait déjà enregistré une première version à l'âge de 15 ans. Chanson inspirée à l'origine d'un blues de Willie Cobbs. Lui-même inspiré de Bo Diddley. Chose assez rare, les 3 auteurs successifs seront finalement crédités. Quoi qu'il en soit, depuis le succès mondial de sa version, Don Penn nous apprend qu'en amour comme en musique, reprendre, répéter, cela en vaut toujours la peine. Et oui, c'est pas faux. Merci Mathieu Conquet. Allez, on va voyager un petit peu avec eux, même on va aller dans des endroits un peu obscurs aussi, certains, avec Paola Poeri et Victor Decquiver. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, on était en Jamaïque à l'instant. On va en parler justement un petit peu de la Jamaïque dans votre chronique, même si ça concerne une chanteuse américaine. C'est Gwen Stefani, dont la nouvelle coiffure fait polémique puisqu'on l'accuse carrément d'appropriation culturelle. Oui, alors c'est pas n'importe quelle coiffure, c'est pas n'importe quelle tresse. Regardez, Gwen Stefani arbore donc des dreadlocks dans son dernier clip. Ce titre que voici, donc Light My Fire, en collaboration avec Sean Paul, devait être le tube de l'été. Enfin, pour l'instant, c'est un tollé sur les réseaux sociaux, car on reproche à la chanteuse, donc Gwen Stefani, d'imiter la culture noire. Un internaute ironise même, Gwen Stefani est retournée à ses racines jamaïcaines. Alors, à quoi est associée cette coiffure ? Eh bien, à l'artiste mythique Bob Marley et au mouvement qu'il représente, le rastafarisme. C'est un courant politique et spirituel qui date des années 30 en Jamaïque, alors colonie britannique. Les descendants d'esclaves africains nourrissent un rêve, retourner en Éthiopie au royaume d'Haïlé Sélassié. Les Rastas se veulent indomptables, comme le lion sur le drapeau éthiopien de l'époque. Ils se veulent aussi puissants que Samson dans l'Ancien Testament. Ils décident donc de prendre la Bible au mot. Aucune lame ne passera sur la tête du juste. Les dreadlocks signifient donc les boucles de l'effroi et elles manifestent le rejet de la domination occidentale. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où elles étaient aussi le symbole de richesse et de pouvoir, car cette coiffure date des pharaons. On a retrouvé certaines momies de familles royales avec des dreadlocks
dreadlocks encore intactes. En Inde, au contraire, elles sont l'expression d'un dénuement, d'une forme d'ascétisme et l'apanage des sages hindous qui se retirent de la société. En Europe aussi, les Vikings et les Celtes arborent des dreadlocks, surtout pour aller au combat. Et si on retrouve cette coiffure sur tous les continents, eh bien c'est parce qu'elle est naturelle. Si demain, Victor, vous cessez de vous coiffer, par exemple, dans quelques années, vous risquez de ressembler à ça. C'était un caniche privé de toilettage. Il est beau. Alors oui, en effet, il est très beau. Mais est-ce que cette coiffure a la même signification aujourd'hui ? Eh bien non, parce que c'était un symbole d'anticapitalisme, d'antisystème, qui a même été utilisé par certains blancs dans les années 90, et que ce symbole est tombé aux mains de l'industrie de la mode. Les dreadlocks sont devenus tendance. 2016, Marc Jacobs fait défiler ses mannequins avec des tresses lavande. Même Justin Bieber s'y met, enfin version BCBG. Pour qu'une dreadlock se forme, avant, il fallait des mois, des années, et c'était une démarche spirituelle. Eh bien aujourd'hui, vous allez chez un coiffeur spécialisé, vous lui donnez 500 € et il vous aide à emmêler volontairement vos cheveux pour gagner du temps. Alors, avec les rastas, ce qui est bien, c'est que la mode a ses limites, parce que c'est impossible à démêler. Donc si vous vous lassez de votre coiffure, et bien vous êtes obligé de la raser. Et ben voilà, c'était votre conseil du soir. Merci beaucoup, Paola. Alors avec vous, Victor, vous allez nous raconter la folle épopée de Gorge profonde, qui est le premier film pornographique au succès planétaire. Jean-Mathieu, il est des films qui bousculent leur époque. C'est le cas de Gorge profonde, sorti en 1972. C'est le premier film pornographique à réunir autant de millions de spectateurs dans une salle de cinéma. Alors pourquoi ? Comment ? C'est ce que nous allons voir à travers cette chronique. Mais si vous le permettez, intéressons-nous d'abord à son metteur en scène, Gérard Damiano. Il est né en 1928. Il est orphelin de père, ce qui ne l'empêche pas de devenir coiffeur émérite dans le Queens à New York. Mais entre deux permanentes, pourtant, Damiano a des rêves de cinéma. Alors Gérard se motive pour tourner quelques courts-métrages pornographiques, non pas pour se rincer l'œil, comme nous l'apprend le journal Le Monde, mais bien parce qu'il pense que c'est l'unique façon d'accéder à la réalisation de films traditionnels. Et oui, il faut bien commencer quelque part. Et la vie de Gérard va bientôt basculer. Un beau jour, il fait la rencontre d'une jeune hippie tout à fait singulière. Elle s'appelle Linda Borman. Alors il la rebaptise très vite Linda Lovelace, pour Linda Lingerie, c'est plus chic. Bref, en la voyant, Gérard est pris d'une forme de fièvre artistique soudaine. Il écrit, dit-on, le scénario de Gorge profonde en un week-end seulement. Alors Victor, une question. Quelle est l'intrigue de ce film ? Alors Jean-Mathieu, l'intrigue n'est pas des plus compliquées. Une jeune femme apprend avec surprise que son clitoris se situe au fond de sa gorge. Et donc, si elle veut stimuler cette zone érogène, elle n'a pas d'autre choix que de s'adonner à une pratique sexuelle bien précise. D'où le titre, je ne m'étends pas plus, je crois que chacun a compris. Bonne nouvelle, cependant, deux mafieux acceptent très vite de financer le film. 3 semaines de tournage en Floride, budget ridicule, pellicule rare, les mauvais plans s'enchaînent, surtout pour Linda Lovelace, qui expliquera 8 ans plus tard dans son autobiographie avoir vécu un enfer avec son impresario et mari Chuck Traynor. Le film sort tout de même en salle le 12 juin 1972. Le scandale est au rendez-vous, le public aussi, des files de spectateurs secrets, les célébrités se pressent, et pas n'importe lesquelles. Il y a Jackie Kennedy, Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Truman Capote, entre autres. L'exploitation durera 10 ans et on crée par la même occasion l'expression de porno chic. Le problème pour Gérard, c'est qu'il ne s'enrichit pas pour autant. Et pour cause, les mafieux refusent de partager. On raconte que dès qu'il y avait l'ombre d'un soupçon d'indifférent, les producteurs envoyaient des gros bras régler le problème à coups de batte de baseball, ce qui souvent calme. Dans les années qui suivent, heureusement, Gérard se lance dans les films plus traditionnels. Malheureusement, Gorge profonde sera son unique succès. Voilà, une histoire assez incroyable. Merci pour ces 50 ans, en tout cas, cet anniversaire. Merci, mes amis, à suivre sur Arte. Un condamné à mort s'est échappé, un grand film signé Robert Bresson, où l'histoire d'un résistant qui échafaude un plan d'évasion donc pour échapper à sa condamnation à mort. L'exemple du courage et de l'abnégation sur pellicule, prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1957. Quel plaisir du lundi. Nous, on se retrouve demain, 20h05. Tchuss.